Quintin, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté de réagir sur Radio Judaïka. Vous êtes ministre de l'Intérieur de la Belgique et il y a eu cette décision qui a été annoncée d'enlever 16 policiers fédéraux à Anvers qui jusqu'à maintenant et depuis presque 2 ans, sauf erreur de ma part, protègent le quartier juif. C'est une décision qui inquiète sincèrement la communauté juive d'Anvers. Oui. Est-ce que le timing, Bernard Quintin, c'était pas plutôt mal choisi alors qu'on est quelques jours à peine après l'attentat de Sydney? Mais je peux vous dire madame que ce qui a été très mal choisi, c'est les propos qui ont été tenus par, entre autres, des responsables politiques qui ont annoncé quelque chose qui n'est absolument pas à l'ordre du jour. Donc c'est pas ici une question de timing, c'est une question de précision et surtout de donner les bonnes informations. Donc je regrette beaucoup que il y ait des mauvaises informations qui ont été données. C'était une vision partielle et partiale des choses et je regrette vraiment, que ça se passe et surtout sur un sujet comme celui-là, sur un sujet de la sécurité de la communauté juive à Anvers, ce n'est pas sérieux. Donc, il n'est évidemment absolument pas question de diminuer en aucune manière les mécanismes et la mécanique de sécurité qui est mise en place, sur laquelle je ne m'étends pas d'ailleurs parce que vous m'aurez déjà entendu régulièrement, je ne commande jamais les dispositifs de sécurité, c'est le meilleur moyen d'en assurer la pleine efficacité. Mais ce que je veux dire ici très clairement, c'est que les mécaniques et les mécanismes qui sont en place pour assurer la sécurité, mais en fait, moi, mon job, pour être très clair avec vous, madame, mon job, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde sur l'ensemble du royaume, bien entendu. Ça, c'est le premier job. Et au sein de ce job, je regarde bien quelles sont les situations particulières qui peuvent se faire jour en fonction de communautés, en fonction de lieux, en fonction de moments. Et avec la police fédérale et la police locale, dans une bonne coopération comme nous l'avons toujours, j'assure au niveau de ma responsabilité, avec les autres responsables de sécurité. Donc mon message est très clair et merci de me donner l'occasion de le dire, comme j'ai pu le faire à la Chambre aussi, c'est que la sécurité de tout le monde est assurée, singulièrement, ici pour ce qui nous occupe aujourd'hui, de la communauté juive à Anvers, maintenant, demain et après-demain. Donc ça, c'est très très clair. Est-ce que c'est pas tout simplement, une fois de plus, un problème entre le fédéral et le local, entre la bourgmestre et ce qui se passe plus Mais généralement? en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes en discussion permanente entre police locale et police fédérale. Moi, je ne vais pas embêter vos auditeurs ni nos concitoyens avec les responsabilités des uns et des autres. La sécurité, c'est une responsabilité partagée de toutes les autorités du pays. Bien sûr, le ministre de l'Intérieur en premier, et je l'assume totalement. Je pense qu'en presque un an de mandat, j'ai démontré que j'assumais totalement cette préoccupation et cette responsabilité. C'est la responsabilité des bourgmestres aussi. Donc, c'est un premier responsable de la sécurité dans une commune, c'est le bourgmestre. C'est donc la responsabilité de la police locale, la police fédérale. Moi, je pars du principe que nos concitoyens ou les gens qui viennent nous visiter ne se soucient guère de savoir qui est responsable de la sécurité. Ils se soucient de pouvoir vivre, se déplacer, travailler, visiter, s'amuser en toute sécurité. C'est quelque chose que nous faisons. Non, je vais être très transparent avec vous. Nous avons des discussions entre mon cabinet, la police fédérale et la zone de police d'Anvers pour voir comment nous pouvons réorganiser un certain nombre de mécanismes, ce qui en effet doit me permettre de récupérer une partie de la réserve fédérale pour faire d'autres choses. Mais ça, de nouveau, c'est de la technique, c'est du nitty-gritty, comme on dit en bon français. Euh, mais mon message est que toutes les mécaniques et les mécanismes seront là. Je suis tellement soucieux de la sécurité, et entre autres de la sécurité de la communauté juive à Anvers, qu'un des projets que je porte et que j'espère pouvoir faire aboutir dans les heures qui viennent, c'est de mettre aussi à disposition de cette sécurité des militaires qui à Anvers seront spécifiquement dédiés à la protection des intérêts juifs. Donc voilà. Pour autant que de besoin, je pense que je prouve aussi à travers ça que c'est mon intérêt. Je trouve, je regrette, pour le dire clairement, que une discussion qui est en cours, qui n'est évidemment pas finalisée, ait été mal comprise et mal interprétée, et que malheureusement il y ait des expressions publiques fâcheuses qui ont pu entraîner une inquiétude que je comprends, une inquiétude que je comprends vis-à-vis de la communauté juive. C'est pour ça aussi que j'ai pu recevoir un certain nombre de leurs responsables, pas plus tard que ce midi,
à mon bureau pour les rassurer. Non seulement la sécurité sera assurée, et même si demain il devait y avoir un changement dans les mécaniques de cette sécurité, il n'y aura aucun gap dans les dispositifs qui seront mis en place. Alors, c'est vrai que vous parliez de cette possibilité d'ajouter des soldats, mais à long terme, il va falloir faire changer la loi pour ça. Et donc, ça va prendre tout de même un certain temps. Et c'est pour ça qu'en attendant, on se demande ce qui va se passer. Non, il y a plusieurs choses. Et de nouveau, si vous me permettez, laissez-moi exciper de ma qualité d'historien. J'aime bien la ligne du temps. Je trouve que quand on met les choses sur la ligne du temps, en général, on y voit plus clair. L'armée et le ministre de la Défense travaillent à un nouveau codex, qui est un peu le cadre légal dans lequel l'armée peut agir dans ses différentes fonctions. Ce codex est en cours de travail et quand le ministre le jugera suffisamment mûr, il le mettra sur la table du gouvernement et nous aurons des discussions. En attendant cela, nous avons des protocoles sur base desquels nous travaillons, sur base desquels l'armée a déjà été déployée d'ailleurs dans l'espace civil belge. Nous les avons adaptés. Nous avons 2 protocoles maintenant qui sont sur la table du gouvernement et qui attendent un accord final de tous les partenaires et d'un partenaire en particulier pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Donc, évident qu'on ne va jamais mettre des militaires en appui de la police sans qu'il y ait un cadre légal précis, strict, qui lui permette à la fois de faire son travail, qui protège aussi ces militaires, bien entendu, dans l'exercice de cette fonction. Donc voilà, c'est une question de phase, mais encore une fois, je pense qu'il faut être à la fois transparent et donner des indications, mais le message fondamental, c'est que quelles que soient les procédures qu'on met en place, quels que soient les niveaux de discussion où on est, et quelles que soient les mécaniques qu'on veut mettre en œuvre, l'objectif, j'allais dire principal, mais en tout cas pour le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur que je suis, l'objectif unique, c'est vraiment d'assurer la sécurité de tous nos concitoyens. Alors, ça m'amène forcément, Bernard Quintin, sur cette fameuse réforme et fusion des différentes zones de police à Bruxelles, qui, là aussi, il y a eu quelques critiques, on va dire, et notamment aussi parce que visiblement, le premier projet de loi a été un petit peu retoqué par le Conseil d'État sur des zones qui étaient un peu floues. Pourquoi c'est tellement important pour vous ce projet, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de cette réforme? Alors, c'est l'accord de gouvernement qui est à l'origine du projet et en bon serviteur que je suis, hein, ministre veut bien dire serviteur en latin, je le mets en œuvre. Mais je ne le mets pas en œuvre uniquement parce qu'il est dans l'accord de gouvernement, je le mets en œuvre parce que c'est pour moi une nécessité absolue dans toute une architecture de sécurité que nous devons réviser. Alors je lis bien les éditoriaux et les articles. Il y avait encore un éditorial aujourd'hui qui disait oui, la mesure qui est présentée comme la solution, je n'ai jamais dit et je n'ai jamais écrit que c'était la solution. Mais j'aime bien que chacune des mesures que je mets sur la table, on la décortique de manière indépendante pour dire que ce n'est pas la solution. Le ministre nous présente ça comme la solution. Je ne l'ai jamais fait. Ça, c'est un fantasme d'opposants politiques et d'éditorialistes. Chacun ses fantasmes. Ça concerne plutôt la santé publique que le ministre de l'Intérieur. Mais cette fusion, elle est absolument fondamentale pour avoir une unité de commandement à Bruxelles, pour avoir une réallocation des moyens, pour à la fois renforcer la capacité d'intervention et aussi renforcer la police de proximité. Alors, quand on dit que le Conseil d'État a retoqué le projet, ça n'est absolument pas la lecture que nous en avons au niveau de mon cabinet et des instances qui travaillent sur le sujet. Et je crois qu'il ne faut pas avoir lu beaucoup d'avis du Conseil d'État que pour penser que parce que le Conseil d'État émet un certain nombre de critiques, et des critiques certaines, que moi je vois d'ailleurs plutôt comme des recommandations de modification de texte pour le renforcer. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi et qui pensent qu'ils peuvent, comme ça, faire des textes qui sont tellement bien aboutis que peut-être, finalement, on n'aurait plus besoin du Conseil d'État, puisqu'il serait tellement intelligent qu'il pourrait le faire. Allez, maintenant, plus sérieusement, parce que le sujet est sérieux, l'avis du Conseil d'État, il est absolument fondamental pour moi. Il vient compléter une quinzaine d'avis que nous avons reçus. Nous allons tenir compte de la plupart de ces avis et de voir comment nous pouvons modifier le texte. Nous modifions le texte qui va passer très rapidement en deuxième lecture au niveau du gouvernement. Et puis, le Conseil d'État aura à se prononcer sur ce nouveau texte. Mais vous connaissez l'expression, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Donc, je vois que les personnes qui s'opposent à cette fusion des zones de police utilisent tous les arguments. C'est de bonne guerre en politique. Mais vous n'aurez pas lu dans l'avis du Conseil d'État qu'il dit ce projet doit être jeté à la poubelle. Il émet un certain nombre de critiques.
il met à jour un certain nombre de faiblesses qui avaient déjà été soulignées par d'autres partenaires. Et c'est très bien, nous en tenons compte. Il y a des éléments sur lesquels nous pouvons d'ailleurs ne pas être d'accord. Nous avons le droit aussi d'y répondre. Donc voilà, je pense il faut jouer le jeu démocratique. On a la chance en Belgique d'être dans une démocratie parlementaire, avec beaucoup d'instances d'avis ou des instances à caractère juridique comme le Conseil d'État. Moi, je joue ce jeu-là. Mais je trouve quand même, de manière un peu générale, dommage que parce qu'on demande un avis, que cet avis est négatif sur un certain nombre de points, je ne le cache pas, hein, il y a des éléments négatifs, hein, ça veut dire que tout le projet est mauvais, que le projet doit être jeté à la poubelle. Je trouve ça quand même un peu dommage. Après, Alors, mettons voilà. justement, Monsieur le ministre, de côté les critiques de l'opposition, dont on comprend Oui. effectivement le jeu politique là-dessus. Chacun son travail, vous allez me dire. Voilà. Parmi les bourgmestres, y compris ceux qui font, qui sont des partis de Oui, l'Arizona, oui. y compris même de votre propre parti, il y a non pas forcément des critiques, mais des questions tout de même dans la réalité. Comment va se passer cette fusion des zones de police? Quelle va être la mécanique décisionnelle au sein de cette nouvelle zone? Comment va être mis en place véritablement le budget et le calcul du budget de Oui, cette oui. zone? Donc, je pense que c'est simplement qu'il y a aussi des zones d'ombre encore, et c'est logique, mais qui sont peut-être en discussion aujourd'hui. En tout cas, c'est important pour tous Hein. les Bruxellois, à mon avis, de comprendre exactement comment ça va se passer. Oui, oui. Non, mais il y a des vraies questions, des questions légitimes. Vous avez raison. Peut-être que j'ai été un peu trop dur dans ma réponse précédente, ou un peu trop piquant. Et donc, de nouveau, il faut quand même se rappeler pourquoi on a mis ce projet sur la table. C'est pour répondre quand même à une situation sécuritaire qui n'est pas bonne à Bruxelles. Moi, j'écoute aussi les bourgmestres, bien sûr, ils sont critiques sur un certain nombre de points, mais il y a quand même beaucoup de bourgmestres, le bourgmestre de Saint-Gilles, pour ne pas le citer, qui appellent de manière parfois un peu désespérée à plus de solidarité. Moi, je le rejoins dans cet appel à plus de solidarité. La fusion des zones de police, c'est aussi une manière d'organiser de manière finalement structurelle et définitive cette solidarité entre les différentes parties de la ville. Sur les questions de budget d'organisation, je voudrais quand même rappeler que la grande zone de Bruxelles restera une zone de police locale qui s'organisera comme toutes les zones de police locales du pays, avec un collège des bourgmestres qui est l'instance politique et un chef de corps et son équipe qui est l'instance de police qui doivent organiser les travaux. Je rappelle quand même aussi que j'ai mis en place une mécanique qui permet à Bruxelles de disposer d'un budget d'au moins 55 millions pour appuyer la fusion. Et j'insiste sur ce point, pour appuyer la fusion. Ça n'est pas un autre travail sur lequel je suis occupé d'arrache-pied avec mon équipe, qui est la révision de la norme de financement des zones de police, qui doit réparer, il faut avoir le courage de le dire, qui doit réparer une anomalie historique, qui est un sous-financement des zones urbaines, entre autres, par rapport à d'autres zones du pays. Donc je comprends que ces questions aient lieu. On est en dialogue permanent avec nos partenaires pour justement y répondre. Mais de nouveau, ça reste une zone de police locale, fut-elle de 162 km², avec 1 200 000 habitants et un corps opérationnel comme cadre logistique de 7500 équivalents temps plein. Hein. Je ne minimise pas du tout les défis qu'un tel exercice comme celui-là pose. Et de nouveau, c'est pour ça qu'il y a cette dotation fusion de au moins 55 millions sur 5 ans qui sera dédiée à aider cette nouvelle grande zone à se structurer et à finalement, et je reviens au point dont on parlait au début dans un autre sujet, assurer une sécurité renforcée pour toutes les personnes qui habitent à Bruxelles, qui travaillent à Bruxelles et qui visitent notre belle ville. Justement, ça sera ma dernière question, Bernard Quintin. Vous parliez de la taille importante de cette future zone de police fusionnée. Et je dois dire que je pense que c'est ça qui inquiète aussi le commun des mortels. C'est-à-dire que plus finalement on s'éloigne du terrain, on a l'impression, et peut-être qu'on a tort, mais c'est une impression, que le bourgmestre est quelqu'un qui connaît peut-être mieux localement ce qui se passe dans sa commune, les besoins des habitants et donc l'endroit où il faudrait mettre les policiers, et où on se dit, peut-être de manière fausse, et vous allez nous donner votre interprétation, que plus on monte vers quelque chose qui va être énorme, entre guillemets, et plus ce sera difficile de gérer Oui. véritablement les besoins locaux et de mettre en œuvre toute cette dynamique. Je comprends, mais je comprends l'inquiétude. Elle est légitime comme inquiétude, mais
Je vais répondre de deux manières différentes. D'une manière par un exemple qui est que finalement, ici, on faut pas. En fait, on répare une anomalie de notre système belge. Bruxelles, elle est des seules villes du monde et probablement la seule ville du monde qui a 6 zones de police. Il faut se rappeler que les zones de police locales sont totalement indépendantes les unes par rapport aux autres. Allez, à New York, qui n'est pas une petite ville, qui a quand même un certain nombre d'habitants et un certain nombre de défis sécuritaires, il y a une seule police. La NYPD, c'est une seule police. Mais qui pense qu'elle est organisée exactement de la même manière, avec exactement les mêmes modus operandi à Manhattan, dans le Bronx, dans le Queens, à Staten Island? Bien sûr que toutes les réalités locales au sein d'une grande zone comme celle de Bruxelles seront prises en compte. Elle sera dirigée par un collège de bourgmestres, comme toutes les zones pluricommunales. Euh, qui pense que le chef de corps de la future zone va arriver tous les matins dans son quartier général et regarder le payroll des 6500 opérationnels et voir chacun où il va aller? Et j'insiste vraiment sur ce point. Un des objectifs, c'est de renforcer la police de proximité. Parce que vous allez renforcer la capacité d'intervention, mais vous n'avez pas besoin de la somme des 6 capacités d'intervention des 6 zones actuelles pour refaire une capacité d'intervention d'une grande zone qui est le même nombre d'équivalents temps plein. Ça, c'est ma conviction. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir augmenter même les capacités de la police de proximité. Votre agent de quartier, vous savez, moi, j'habite dans le nord-ouest à Gansoren. Si mon agent de quartier à Gansoren, il fait 2 semaines à Gansoren, une semaine à Uccle, un week-end à Woluwe-Saint-Pierre, ben, ça n'est plus un agent de quartier, évidemment. Et vous pouvez étendre ça à cette police de proximité qui devra évidemment être ancrés dans cette même proximité. Et les bourgmestres continueront à jouer leur rôle dans le collège des bourgmestres, comme ils le font d'ailleurs dans les 6 zones, parce qu'il n'y a pas une zone monocommunale à Bruxelles pour le moment. Donc je crois que je comprends, hein, comme je le disais, je peux comprendre les inquiétudes. Tout changement amène des inquiétudes. C'est pour ça que nous travaillons le plus en concertation possible. Mais voilà, je pense il faut qu'on continue à travailler ensemble pour voir comment on peut vraiment faire au mieux pour renforcer la sécurité de nos concitoyens à Bruxelles. Merci beaucoup Bernard Quintin, ministre de l'Intérieur, d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka pour parler de tous ces sujets qui concernent beaucoup tous nos auditeurs. Et comme vous le savez, beaucoup d'entre eux ne sont pas juifs et ça leur importe tout de même. On Voilà, vous et souhaite je souhaite à tous vos auditeurs de confession juive d'excellentes Hanukkah. J'espère que je ne le prononce pas trop mal, mais aussi à tout le monde des belles fêtes de fin d'année. merci beaucoup. On vous le souhaite aussi. On voit le sapin derrière vous dans votre bureau et c'est toujours joli à voir. Bonne journée à vous, Bernard Quintin. À très bientôt. Au revoir, madame.